Peuple de YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo doublement singulière. Et oui, vous l'avez vu, elle est consacrée au meeting d'Édouard Philippe qui avait lieu il y a un peu plus d'une semaine. Mais depuis, l'actualité fut dense. Nous avons donc été contraints de décaler la sortie de cette analyse. Cette vidéo est un peu spéciale pour une deuxième raison, vous disais-je. C'est la dernière de cette saison. Et oui, on se retrouve aux alentours du 15 août en stream, probablement pas longtemps après, ici même sur YouTube, pour la reprise des replays et des vidéos montées. Ça va être, vous le savez, une année politique déterminante, celle de la campagne électorale. Nous serons là, nous serons présents sur le pont avec vous pour en couvrir chaque instant, ici même, et puis dans les épisodes à venir de Figure, ainsi que dans d'autres projets que j'ai hâte de vous révéler très bientôt. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que vous pourrez vous reposer. Moi, je vais essayer d'en faire de même. Et d'ici la prochaine, je vous laisse, pour l'instant, avec la dernière vidéo de la saison. Peuple de YouTube, on y est, enfin, c'est incroyable, un événement que l'on attend depuis des semaines et des semaines. Je trépignais d'impatience à l'idée de découvrir enfin le meeting d'Édouard Philippe à l'Adidas Arena. D'accord, personne n'attendait ça, évidemment. Et pourtant, ça a eu lieu ce dimanche. Il est là, il est en meeting. On va analyser ça comme on l'a fait pour tous les grands meetings de cette période de pré-campagne électorale. Eh bien, écoutez, c'est parti. La typo de Edward avec Édouard Philippe, elle est complètement approximative. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi est-ce que la barre supérieure du E n'est pas en rouge monobloc comme le reste? Tu vois, alors là, ici, ça déconne un peu, mais pourquoi est-ce que ici, t'as une espèce de dégradé moche? C'est quoi cette histoire-là? C'est l'accent. Mais non. Mais c'est l'accent d'Edouard? Pour faire l'accent? Oh, les cons. Oh, les cons, c'est l'accent... Oui, c'est l'accent du C, quoi. Oh, les cons. Oh. Oh, mais personne leur a dit que c'était une mauvaise idée? Pareil sur le P, qu'il y a sur le pupitre. Oui, le P est pas pareil. Édouard Philippe, le P est pas pareil sur le pupitre, je suis d'accord. Le P de Philippe, Édouard Philippe. Oh, pardon, mais moi je lis Édouard Philippe. Ou Édouard P. Philippe. Un dégradé. Mais rien d'autre n'est dégradé. En fait, c'est ça qui rend dingue. C'est que tout est monobloc. Et c'est pas mal, tu vois. C'est propre, c'est moderne. Un peu tarte à la crème, mais sauf le E, enfin sauf la barre horizontale du E dans les écrans, qui là ici est tout à fait normal, et là le P de Philippe, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, quoi? Ça y est, il est derrière son pupitre, il va parler enfin, mais écoutez, soudain, un petit tambour apparaît. Later. Mon arrière-grand-père, Louis-Philippe, était docker, à vrai, CGT. Quand, pour te revendiquer d'une origine populaire, tu as besoin de remonter jusqu'à tes grands-parents, voire tes arrière-grands-parents, c'est que, en fait, tu n'es pas du tout d'une origine populaire. Je vous rappelle que ce qui compte dans la transmission du capital, que ce soit le capital social et le capital culturel, ce qui compte, c'est tes parents, parce que ce sont tes parents qui vont te fournir ton éducation, ce sont tes parents qui vont te transmettre leur langue, éventuellement leur langue au pluriel. Ce sont tes parents qui vont forger toute ta culture primaire, celle que l'école ne t'apporte pas forcément et qui même, au contraire, va te donner, toi, un avantage comparatif à l'école si tu as la chance d'avoir des parents professeurs, comme ici, chercheurs, journalistes, avocats, scientifiques, hommes politiques, syndicalistes, etc. Quand tu as besoin, pour te revendiquer d'une origine populaire, de remonter à tes grands-parents, voire ici à ton arrière-grand-père, mon arrière-grand-père était docker, vous vous rendez compte, c'est que ton origine n'est pas populaire. Mais je sais ce que nous pensons tous quand nous nous projetons et que nous essayons de deviner quel sera le devenir de nos enfants, à 5 ans, à 10 ans, au-delà. Quel métier vont-ils exercer avec l'intelligence artificielle qui arrive, qui est là et qui s'immisce, c'est un fait, dans tous les domaines de la production, de la réflexion, des échanges. C'est merveilleux la technologie. Mais qu'est-ce que cette révolution va impliquer pour nos enfants? Dans quel état vont-ils trouver la planète sur laquelle ils vivent? Comment vivront-ils si l'été 2026 est effectivement le plus frais
des 50 prochaines années? Vu qu'il a été Premier ministre pendant 3 ans, ça aurait été un bon moment pour se poser ces questions-là et pour agir. Pardon. Encore une fois, c'est de ma faute. J'oublie à chaque fois qu'il ne faut pas commencer à les rappeler à leurs responsabilités passées. C'est pas ça les règles du jeu. Ça n'est pas ça les règles du jeu. À chaque fois, c'est moi qui oublie. Pardon. Dans quel environnement vont-ils élever leurs propres enfants? Quel premier logement vont-ils acheter ou louer? Auront-ils les moyens d'en acheter un? C'est pas bien parti. Oui, mais la faute à qui? Pardon, c'est de ma faute encore. Hors-jeu. J'ai encore rappelé sa responsabilité dans l'état de la France aujourd'hui et le fait que toutes les bonnes idées qu'il a aujourd'hui, c'est dommage, il aurait pu les faire quand il était, par exemple, au pouvoir. La dette est abyssale. Abyssale. Pas si grave, nous disent Marine Le Pen, Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon. On la financera très bien, elle ne coûte pas si cher. Nos enfants la rembourseront d'ailleurs. Faut-il vraiment la rembourser? Ce serait intéressant de se demander qui a creusé une dette abyssale. Ça pourrait être intéressant de savoir qui a diminué les recettes de la France en supprimant ou en diminuant plusieurs des impôts qui pesaient auparavant sur les entreprises, y compris les grandes entreprises, les personnes avec de hauts revenus ou de hauts patrimoines. Ce serait intéressant de savoir qui a diminué ses ressources, ses recettes, et ce faisant a creusé le déficit français et donc accru la dette. Ce serait marrant de savoir qui est responsable de ça. Ça pourrait être intéressant. Alors on coupe dans les dépenses d'avenir. Apprentissage, insertion des jeunes, recherche, innovation, environnement. Ce serait intéressant de savoir qui a coupé dans le budget de la recherche ces dernières années, y compris sur les 3 premières années du quinquennat Macron. Ce serait intéressant de savoir qui a coupé dans le budget de la recherche, de savoir qui n'a pas fait les investissements écologiques nécessaires, qui d'ailleurs a été condamné directement dans l'affaire de Grande-Synthe par la justice française pour inaction climatique. Ce serait marrant de savoir ça. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas, moi je me dis, ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'a dit le Haut Conseil pour le climat concernant l'action d'Édouard Philippe, par exemple, sur les premières années du quinquennat Macron. Ça pourrait être intéressant. Ce serait intéressant de savoir qui a désorganisé l'école, qui a mis les collèges et les lycées sans dessus dessous, qui a introduit Parcoursup, la réforme la plus stressante de l'histoire de l'éducation nationale, peut-être pour les lycéennes et les lycéens. Ce serait intéressant de savoir tout ça. Mais ça passe. Notre école décline, plus personne ne le nie, mais personne n'avance si ce n'est pour proposer des gadgets. Dire personne n'avance si ce n'est pour proposer des gadgets quand tu as été responsable de Parcoursup, quand tu as fait une réforme du bac qui a été catastrophique, qui a mis sans dessus dessous le lycée, qui a créé du stress pour les lycéens et les enseignants. Franchement, dire ça quand tu as eu un ministre d'éducation nationale dont la première préoccupation c'était l'islamo-gauchisme à l'université, quand même, c'est quand même un peu culotté. Bon, mais en même temps, t'écoutes Édouard Philippe, t'as l'impression qu'il est responsable de rien. Mais comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit, la signature du macronisme, c'est le rejet de toute responsabilité. C'est jamais de leur faute. Ils font et feront tout pour ne pas pouvoir être tenus pour responsables de leurs actes, de leurs paroles et de leurs décisions. À chaque fois. Et que dire, mes amis, que dire du pire? Des crimes sexuels, des violences au sein des familles, du périscolaire parisien, de l'aide sociale à l'enfance qui ne parvient pas à faire face. Ce serait marrant de parler de Betara, mais pas seulement du périscolaire parisien, parce que le périscolaire parisien, c'est un scandale, on est d'accord, scandale absolu, et il a bien raison de le mentionner, mais il pourrait mentionner Betaram peut-être. Ah non, c'est marrant ça, pour quelle raison? Lorsque les dispositifs qui accompagnent la jeunesse sont les premiers à faire l'objet des coupes budgétaires, lorsque nous renonçons à adapter nos villes et à nos équipements à la transformation climatique qui vient. C'est marrant parce que là-dessus, il a buté, vous avez vu? Vous avez vu qu'il a un peu buté sur lorsque nous renonçons à adapter nos équipements à la transformation climatique qui vient. Vous avez vu qu'il a buté là-dessus? Je me demande pourquoi. On réécoute. Sont les premiers à faire l'objet des coupes budgétaires. Lorsque nous renonçons à adapter nos villes et à nos équipements à la transformation climatique qui vient. C'est marrant qu'il ait du mal à prononcer cette phrase. C'est marrant qu'on sent qu'en la disant, lui-même se dit, franchement, Édouard culotté. Parce que lui-même se rend compte qu'on va se rendre compte, nous, à quel point il se fout de notre gueule, bien sûr, puisque s'il y a une personne qui a définancé l'écologie, qui a définancé l'école, et ce qui est drôle, c'est que ça se traduit en termes d'action oratoire par des bafouillements, des hésitations, répétées dans la même phrase.
Donc là, tu sens vraiment que c'est pas juste un petit accident, que clairement, il est en train de se rendre compte que peut-être c'était un peu trop audacieux. Peut-être. Lorsque nous préférons conserver pour nous plutôt que construire pour eux, nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités. Aucun. Donc là, vous commencez à comprendre, par ailleurs, le schéma argumentatif plus général qu'il va utiliser pour nous vendre, contrairement à ce qu'il dit, mais pour nous vendre du sang et des larmes, pour nous vendre des efforts et des sacrifices. Le schéma argumentatif qu'il veut utiliser, c'est nous devons penser à nos enfants sont plus importants que nous, et donc pour que nos enfants vivent bien, il faut que nous-mêmes acceptions de faire des sacrifices pour eux. Évidemment, cette rhétorique, elle est complètement fallacieuse et complètement faillible. On y viendra dans un instant. La vérité, c'est que nous ne faisons pas assez pour nos enfants. Nous ne faisons pas assez pour la France de demain. Alors ne comptez pas sur moi pour désigner les coupables. Bah non. Ce serait dommage. Il serait dedans. Évidemment, ne comptez pas sur lui pour désigner les coupables. Ce serait dommage. Il serait dedans. C'est la solution de ceux qui n'ont pas de solution. Je préfère chercher des solutions plutôt que chercher des coupables. Oui, bien sûr, parce que s'il fallait chercher des coupables, il serait dedans. Alors ça, c'est intéressant, parce que pour une fois, c'est explicite. Comme je vous l'ai dit, la signature rhétorique, et au-delà d'être rhétorique, la signature politique de La République En Marche, depuis le début, du macronisme dans son ensemble, dont celui d'Édouard Philippe, leur signature, c'est le rejet de leurs responsabilités. Le fait de tout faire pour ne pas avoir à assumer ce qu'ils ont fait. Et alors, d'ordinaire, ça passe par des fourberies rhétoriques, des tournures de phrases, l'utilisation du passif plutôt que de la voix active, des métaphores, des mensonges purs et simples, voire parfois simplement l'ignorance de l'enjeu et le fait de venir faire un grand discours sur ce qu'il faut faire à l'avenir sans jamais évoquer ce que l'on n'a pas fait par le passé. Donc, généralement, pour rejeter leurs responsabilités, les responsables de La République En Marche utilisent tout un arsenal rhétorique efficace, un arsenal étoffé, mais un arsenal qui leur permet de ne pas avoir à l'assumer. Édouard Philippe, alors, pour le coup, on peut au moins lui faire grâce d'une forme d'honnêteté, lui, il l'assume. Moi, je ne veux pas parler du passé et chercher les responsables. Je ne veux pas le faire. Je pense qu'il faut mieux trouver des solutions. Je ne veux pas chercher les responsables. Il verbalise le fait de ne pas vouloir chercher les responsables de la situation actuelle, puisque s'il devait le faire, il devrait admettre que parmi ces responsables, il est en bonne position. C'est à la fois audacieux, comme ça l'est toujours chez La République En Marche, c'est profondément antidémocratique. Je vous rappelle que l'une des définitions de la démocratie, c'est un régime dans lequel les gouvernants acceptent de rendre des comptes aux gouvernés. C'est un des éléments de définition de la démocratie représentative. Donc c'est culotté, c'est profondément antidémocratique, mais en plus c'est malhabile. Et pour une fois, c'est explicite. C'est-à-dire que là, pour le coup, à la manière de Marlène Schiappa qui nous disait « Ma stratégie est la suivante, réponds rien, réponds jamais, embrouille-les », lui, de la même manière, nous dit explicitement « Ne cherchons pas les responsables, nous sommes au-dessus de ça ». Non, c'est juste que lui serait embarrassé. Notre projet est-il de préserver la situation actuelle en la faisant financer par nos enfants, ou sommes-nous prêts, déterminés, à les aider à construire leur avenir ? Un avenir dans lequel ils pourront vivre mieux que nous. Donc là, vous comprenez, voilà tout l'artifice rhétorique d'Édouard Philippe. Nous faire accepter un recul sur tout ce qui constitue aujourd'hui l'État-providence français, au motif que c'est dans l'intérêt de nos enfants pour lutter contre la dette et sauver nos enfants des conséquences néfastes de nos actions présentes. Pourquoi est-ce que c'est complètement fallacieux ? Pour une raison assez simple, c'est que déjà, d'une part, il y a d'autres manières de lutter contre la dette. Plutôt que de couper dans les dépenses, tu peux, aux surprises, roulement de tambour, augmenter les recettes. Mais ça, c'est un choix économique. C'est une différence idéologique qui oppose Édouard Philippe à la gauche d'une manière générale. Première remarque. Deuxième remarque et surtout, si tu démolis le système social français aujourd'hui, pour les adultes qui en bénéficient aujourd'hui, tu le démolis aussi pour les enfants de demain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura massacré la retraite et fait voter la retraite à 65, 66, voire 67 ans, puisque je vous rappelle que c'est ce qu'il envisageait, lui, il y a encore quelques années. Une fois qu'on aura détruit toute une partie des services publics, c'est nos enfants qui devront vivre dans une société où tout cela est absent. Donc c'est là où l'argumentation d'Édouard Philippe est complètement fallacieuse. Il nous fait croire que nous devrions, nous, accepter des sacrifices pour le bien de nos enfants, alors que le système social français, l'État social français, l'État-providence français, une fois qu'il aura été maltraité,
rétractés, amputés, massacrés, saccagés. C'est nos enfants qui en souffriront. Et donc on pourrait totalement renverser l'argument d'Édouard Philippe en lui disant, c'est justement parce que nous voulons que nos enfants puissent vivre dans la France qu'ont connu nos parents et que nous avons nous-mêmes connu et que nous souhaitons continuer à connaître, que nous allons nous battre pour maintenir ce modèle social. Ça, c'est ce qu'on pourrait lui opposer à cet argument qui est fondamentalement fallacieux et qui repose sur un seul ressort, qui est un ressort émotionnel, c'est le ressort de la culpabilisation. C'est aussi une manière de dire il n'y a que deux solutions, soit aujourd'hui nous acceptons de concéder toute une partie du système social français, voire l'essentiel du système social français, soit nos enfants seront malheureux. Donc évidemment que, confronté à ce dilemme, tu as envie de dire, bon, bah d'accord, moi je vais faire quelques efforts, moi j'ai pas envie que mes gamins vivent malheureux. Mais bien sûr que ça aussi c'est totalement fallacieux, puisqu'il y a d'autres politiques possibles. Alors, sont-elles meilleures, ne sont-elles pas meilleures, seraient-elles couronnées de succès ou d'infortune ? On ne sait pas, on ne verra bien. Mais les programmes existent malgré tout, et le fait de prétendre qu'il n'y a qu'une seule solution, une seule, si on veut agir dans l'intérêt de nos enfants, c'est de faire des sacrifices pour nous-mêmes. Ça, c'est bien une structure typique du faux dilemme. Grosso modo, Édouard Philippe nous dit, c'est soit moi, soit le malheur de nos enfants. Maintenant, choisissez. Mon obsession, c'est la France de nos enfants. Leurs études, leur réussite, les conséquences de l'IA sur leurs emplois, les conséquences du changement climatique sur leur ville. Je l'ai dit, je vais le redire. Oui, mais le problème, c'est que les conséquences du changement climatique, il y en a un qui pouvait s'en préoccuper dans le passé et qui ne l'a pas fait. Pardon, excusez-moi, mais ça rend fou. Les discours de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe que nous entendons, dont nous sommes dépositaires aujourd'hui, sont des discours qui n'appartiennent pas à notre univers. Ce sont des discours qui appartiennent à un autre univers, un univers parallèle, une autre branche du multivers, une branche dans laquelle ils n'ont pas été Premier ministre, ils n'ont pas été au pouvoir pendant 10 ans, ils n'ont pas gouverné la France, ils ne sont pas responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Mais ces discours n'appartiennent pas à notre univers. Le Édouard Philippe, et c'est ce que tout le monde devrait dire et lui dire, Édouard Philippe, quand il s'exprime ainsi, il est littéralement incohérent. C'est incohérent. C'est-à-dire que ça devrait être la seule chose qu'on lui répond, c'est « mais mec, tu es incohérent ». Tu ne peux pas déplorer l'inaction passée en matière de climat alors que cette inaction, tu en es responsable. C'est pas possible. Ça n'est pas sain d'esprit. Ça n'est pas sain d'esprit. Tu es irrationnel. Il y a toujours eu, bien sûr, un peu de malice, un peu de jeu, un peu de rejet de son propre bilan pour tenter de paraître en homme neuf. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui prône la rupture en 2007 alors qu'il a été au gouvernement sous le premier quinquennat de Chirac. Donc tout cela a toujours fait partie du jeu, mais à ce point, en allant aussi loin dans le rejet de sa propre responsabilité, jusqu'à venir déplorer l'inaction passée en matière d'adaptation au changement climatique alors qu'il en est responsable. À ce point-là, on touche à une audace, à un degré d'audace et de culot qui, selon moi, confine à l'irrationnel. Le bonheur de nos enfants doit rester notre ambition. Leur bonheur passe bien avant notre confort. Mettons-nous ça dans la tête. Bon, alors ça, évidemment, ça c'est abject. C'est abject parce que c'est à nouveau le même schéma argumentatif que celui qu'il utilise depuis le début, mais surtout parler de confort, comme si le fait pour des ouvrières et des ouvriers, comme si leur demander 2 années de travail supplémentaires, quitte éventuellement à ce qu'ils décèdent avant d'avoir eu un seul jour de retraite, comme si c'était simplement renier un peu leur confort. Comme si les étudiantes et les étudiants qui, pendant leurs 2 quinquennats, ont dû aller faire la queue à la soupe populaire, ont dû avoir recours à l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivaient plus à se nourrir, parce qu'on était en plein Covid et que le gouvernement ne se préoccupait absolument pas du devenir des étudiants. Comme si l'absence d'adaptation au changement climatique et le fait que certaines personnes vivent dans des fours, vivent dans des bouilloires thermiques, décèdent, des adolescents, des bébés, des personnes en bonne santé qui décèdent parce que le climat s'est dégradé, parce que les canicules sont sur nous, parce que la France vit désormais dans un enfer climatique qui ne va faire que s'empirer et que rien n'a été fait pour s'y adapter, absolument rien. Les travailleurs qui décèdent du fait de la chaleur parce que rien n'a été fait pour lutter contre, pour s'y adapter, comme si ces personnes-là, ce qui était en jeu, c'était leur confort. Édouard Philippe, lui, il veut la retraite à 65, 66, voire 67 ans. Donc il veut que des milliers et des milliers et des milliers de personnes encore supplémentaires, encore en plus, décèdent avant d'avoir pu bénéficier d'un jour de retraite. Et nous dit-il,
ces personnes-là, elles peuvent bien accepter qu'on rogne un peu sur leur confort. Bon, à ce niveau-là, moi j'appelle ça de l'indécence et de l'obscénité, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors je sais, on va vous dire, son projet, c'est du sang et des larmes. C'est la grande formule. Dès qu'on parle d'effort, on dit sang et des larmes. Enfin, revenons à l'essentiel. Churchill prononce cette phrase en 1940. Lorsque les bombes tombent sur Londres, lorsque des milliers de jeunes Anglais héroïques, 20 ans après leur père, risquent leur vie et laissent parfois leur peau dans la bataille d'Angleterre. Mes amis, soyons sérieux. Il ne s'agit pas de sang ou de larmes. Il s'agit peut-être d'un peu de sueur, oui, d'effort, de sérieux, de détermination. Donc là, ce que fait Édouard Philippe, grosso modo, c'est qu'il répond à une critique qui est souvent portée à son encontre, le fait que le programme d'Édouard Philippe, ce serait du sang et des larmes. C'est le cas. Hein. Je vous rappelle, non seulement c'est le cas, mais de surcroît, il en est seul responsable. Toute cette partie, c'est une forme de réponse à une objection, comme on dit, une prolepse. L'art de la prolepse, c'est quoi? C'est l'art de répondre à une objection qu'on ne t'a pas encore objectée et que tu soulèves toi-même de ton propre chef. Faire une prolepse dans un discours, c'est souvent une bonne idée si tu sais que l'objection en question, elle est à l'esprit des auditeurs et des auditrices, qu'elle circule déjà dans l'espace public. C'est une manière de répondre à une objection sans qu'on puisse t'opposer une réponse en retour, puisqu'évidemment, tu es seul à parler. Donc, c'est pas complètement idiot de la part d'Édouard Philippe de répondre à cela à ce moment-là. Le problème, c'est que je pense que personne n'est dupe. L'argument d'Édouard Philippe, c'est de dire « Non, c'est pas du sang et des larmes », parce que cette expression, elle vient de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où des gens meurent et où le sang est littéral. On sait, Édouard, on a compris que l'expression était métaphorique. On a bien compris que les gens n'allaient pas saigner et pleurer littéralement. Encore que. Parce que derrière ce que fait Édouard Philippe, c'est bien sûr une euphémisation, une opération d'euphémisation, en disant « c'est pas du sang et des larmes ». C'est peut-être un peu de sueur. Un peu de sueur. Un peu de sueur dans un cas, renoncer à notre confort dans l'autre. Ce sont évidemment des opérations d'euphémisation qui visent à minorer très clairement et très volontairement les conséquences absolument terribles, dures, cruelles, voire funestes dans certains cas, de sa politique. Je vous appelle à agir pour nos enfants! Je vous appelle à croire ce que nous pouvons faire ensemble. Je vous appelle à croire en nous. Vive la République et vive la France! Alors, le discours d'Édouard Philippe n'est pas un discours totalement creux, c'est un discours dans lequel il révèle une grande partie de ses orientations, même s'il ne les assume pas, même s'il ne va pas jusqu'au bout, même s'il y a des silences qui parlent davantage que ses mots, notamment sur la retraite, là où on sait qu'il a auparavant promu une retraite, enfin un âge légal de la retraite qui serait reculé à 67 ans. Il est resté évasif, il donnera jamais d'âge précis ici. Tout son discours pivote autour d'un raisonnement, comme je le disais, qui est largement fallacieux, ou sinon fallacieux, du moins largement contestable, qui consiste à dire pour que nos enfants vivent mieux, il va falloir nous consentir quelques efforts, un peu de sueur et renoncer à un peu de confort. Et évidemment, c'est un argument, comme je le disais, qui moi me paraît tout à fait contestable, voire davantage, puisque le système social français, tout ce qui en aura été, tout ce qui aura été supprimé du système social français, tout ce qui aura été saccagé dans l'État-providence, ce seront des droits et des protections dont ne bénéficieront pas nos enfants. Et donc ceux-là même que lui prétend protéger, en réalité, il va, tout comme à nous, les priver de toute une partie de ce qui, jusqu'à présent, a fait le système social français et l'État-providence français, et dont je crois on peut s'enorgueillir et se féliciter. Donc là, il y a quelque chose qui me paraît, moi, fallacieux. C'est-à-dire, il nous dit, grosso modo, c'est soit mon programme, soit vous êtes pour mon programme, soit vous êtes contre l'avenir des enfants, alors que son programme va obérer la vie de nos enfants en même temps que la nôtre, puisque tous les droits qui seront supprimés seront d'autant plus durs à reconquérir. Donc tout cela est particulièrement fallacieux. Et puis, le discours n'est pas une catastrophe, il n'est pas formidable non plus. Édouard Philippe n'est pas un brillant orateur. Il a pourtant plutôt cette réputation. Il a plutôt la réputation d'être un homme à l'humour ravageur, être un homme capable de captiver les foules.
Là, on a quand même découvert quelqu'un d'assez terne qui tentait souvent de reprendre les procédés, la musique, les tics de Nicolas Sarkozy sans en avoir le talent. C'est pas l'orateur de l'année. Ça n'est pas le nouveau Nicolas Sarkozy, ce ne sera pas le nouveau tribun. Et globalement, on s'est quand même pas mal fait chier. Utiliser l'avenir de nos enfants pour tenter de nous faire accepter du sang et des larmes, même s'il s'en défend. Et il s'en défend si mollement, avec un euphémisme qui là aussi, me paraît difficilement supportable. Parler d'accepter un peu de sueur et de renoncer à un peu de confort pour désigner des politiques publiques qui vont être dures, cruelles, assassine pour les plus pauvres. Moi, cette logique-là, je la trouve difficilement supportable. On a écouté un orateur qui vient d'un univers parallèle où il n'a jamais été Premier ministre, où son parti, Horizon, n'a jamais soutenu pendant 10 ans tous les gouvernements macronistes. Et venir donner des leçons, venir déplorer que rien n'ait été fait en matière d'environnement, que rien n'ait été fait en matière d'adaptation, venir déplorer que les finances publiques soient parties à volo et que les déficits se soient creusés, que les dettes se soient accumulées, de la part de celui qui a géré la France pendant 3 ans et était à la tête d'un parti qui a soutenu tous les gouvernements macronistes qui ont suivi, ça me semble, au-delà d'être fallacieux, c'est surréaliste. C'est une rupture franche, presque à la logique elle-même. Pour moi, c'est la seule chose qu'on devrait retenir de ce discours et ce sont les seules questions qui devraient lui être posées. Comment, Édouard Philippe, pouvez-vous vous permettre de fustiger ce qui n'a pas été fait quand soit c'est vous qui avez pris les décisions en tant que Premier ministre, soit c'est votre parti qui a voté les budgets en tant que groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Ce qui unit la Macronie de ses premiers jours jusqu'à ces derniers, c'est-à-dire le refus de toute responsabilité. Quelque part, je finis par me demander si la meilleure chose dans ce discours, finalement, c'était pas le tambourin. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont.